Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui je vous propose la leçon suivante, travail et énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique. Alors la première partie, je vais la consacrer à la notion d'énergie potentielle de pesanteur et la deuxième partie sera consacrée à l'énergie mécanique. Au cours de ces deux leçons, on va répondre à une question que j'avais déjà posée, quelle est la nature du travail ? Puisque le travail a une dimension d'énergie, parce que son unité c'est le joule, donc est-ce que le travail est une énergie ou bien autre chose? Alors la réponse à cette question, vous la connaissez et que j'achève cette leçon. Pour commencer, et comme introduction à l'énergie potentielle de pesanteur, je vais commencer par ces trois exemples. Alors qu'est-ce que j'ai sur ces exemples? Le premier exemple, il s'agit d'un solide suspendu à un fil et le fil est fixé à ce support. Alors, initialement, le solide est immobile, ça veut dire qu'il est au repos par rapport, bien sûr, à la terre. Dès qu'on coupe le fil, on voit immédiatement que le solide se met en mouvement et tombe par terre. C'est un mouvement de chute libre. Deuxième exemple, il s'agit d'un solide S suspendu à un ressort et l'autre extrémité du ressort est fixée à ce support. Initialement, le solide est immobile. Alors je commence par écarter le solide de sa position d'équilibre vers le bas. Okay, ça veut dire que je tire le solide vers le bas. Et dès que je lâche le solide, ça veut dire que je le libère. Alors il se met en mouvement, un mouvement de va-et-vient autour de cette position d'équilibre. Donc je le lâche d'ici, alors il commence à osciller. Okay. C'est un mouvement de va-et-vient. Troisième exemple. Alors il s'agit là d'un bâton ou bien une règle en plastique qu'on a préalablement frotté avec du tissu ou même avec nos cheveux. Alors vous savez tous que cette règle va s'électriser. Pour le plastique, il va avoir des charges négatives. Initialement, ici j'ai des bouts de papier. Dès que j'approche ce plastique suffisamment de ces bouts de papier, on remarque que ces bouts de papier se mettent en mouvement et se déplacent vers le plastique. Et finalement, ces bouts de papier se collent sur elle. Donc, la question que je vais poser, le solide, dans ce cas, ou bien de cet exemple, était immobile. Dès qu'on le libère, il se met en mouvement. Alors, d'où vient l'énergie qui fait que le solide est en mouvement? Parce qu'on sait que un corps est en mouvement, donc il possède de l'énergie. Même chose ici. Même chose ici. La réponse est la suivante. Premier exemple. Alors, le solide, puisqu'il s'est mis en mouvement, ça veut dire qu'il possède une énergie lorsqu'il se trouve en cette position. Et ce solide, il est dans le champ de pesanteur. Alors, puisqu'il est dans le champ de pesanteur, donc il y a une interaction d'ordre gravitation universelle entre la Terre et le solide. C'est cette interaction gravitationnelle qui a laissé ce corps acquérir une énergie appelée énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, c'est une énergie qui est due à quoi? À l'interaction entre la Terre et le solide. Et cette énergie, c'est une énergie emmagasinée. Okay. Donc chaque position où il se trouve le corps, en cette position, donc il emmagasine une énergie produite ou bien due par l'interaction Terre-solide. Deuxième exemple, donc lorsqu'on lâche ce solide, donc il commence à osciller, ça veut dire faire un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Ça veut dire que ce solide, il possède une énergie. Et non pas l'énergie potentielle, parce que ce n'est pas l'énergie potentielle qui est responsable de ce mouvement, okay? Mais c'est une énergie due à l'interaction entre le ressort et le solide S', puisque le ressort exerce une force appelée force élastique,
Ok, donc c'est la tension du ressort. C'est cette tension qui fait que ce corps emmagasine de l'énergie. Et cette énergie est appelée énergie potentielle élastique. Énergie potentielle élastique. Dernier exemple, donc cette règle, lorsqu'on l'a électrisée, ok, et on approche suffisamment de ces bouts de papier, soudain, ces bouts de papier se mettent en mouvement et ils se déplacent vers le plastique. Bon, à cause de quoi? Alors là, il y a une interaction d'ordre électrique ou bien électrostatique. Ça veut dire que cette règle exerce une force électrostatique sur ces bouts de papier. Et cette interaction électrostatique entre la règle et les bouts de papier qui a fait que ces bouts de papier ont emmagasiné une énergie appelée énergie potentielle électrostatique. Donc nous, on va s'intéresser en cette leçon uniquement à l'énergie potentielle de pesanteur. Pour l'énergie potentielle élastique, on la verra l'année prochaine en deuxième bac. Et pour l'énergie potentielle électrostatique, les élèves premier bac sciences mathématiques vont étudier cette énergie potentielle au cours des leçons d'électricité en deuxième semestre. Voilà, donc c'est comme introduction à l'énergie potentielle. Alors nous, on va voir l'expression de cette énergie potentielle, ça veut dire comment on l'écrit dans un repère lié à la Terre, bien sûr. Donc premièrement, alors on va parler de travail et énergie potentielle. Alors l'énergie potentielle de pesanteur, je vais la noter par EP. Alors on va commencer pour, soi-disant, mettre en évidence cette énergie par une activité et le travail de poids. Alors donc vous allez déterminer l'expression du travail de poids d'un solide dans le champ de pesanteur. Donc S est un solide en mouvement dans le champ de pesanteur. Exprimons le travail de P lorsque le centre de gravité de G se déplace de A vers B. On a ici notre repère. Ok, donc je vais mettre un repère tridimensionnel. Ici, j'ai X, Y, et là, j'ai Z. Ok, l'origine du repère. Le vecteur unitaire J, I et K. Donc, supposons que le corps, la position A se trouve ici. Alors, ici G. Donc, je rappelle que G, c'est un point qui appartient au solide, et A, c'est un point de l'espace. Voilà S, ok. Donc, peu importe sa trajectoire, ok, voilà. Donc, voilà, supposons qu'à l'état final se trouve en cette position B, ok, ici G. Alors, voilà le vecteur G qui est égal à, donc, c'est moins G fois K. Donc, le champ de pesanteur, vecteur G égale à moins G fois le vecteur K. Alors là, je vais préciser les cotes de A et B. Alors ici, j'ai ZA et là, ZB. Alors je projette G sur l'axe des Z pour obtenir le cote ZB et je projette A sur l'axe des Z pour obtenir le cote ZB. Alors donc on a vu au cours de la leçon du travail du poids que le poids, le travail du poids ne dépend que des cotes. Okay? Donc pour trouver, alors je vais commencer dès le début. Donc le travail de P de A vers B égale au produit scalaire du vecteur P fois le vecteur AB. Et je rappelle que cette expression est vraie uniquement pour les forces constantes. Et dans notre cas, on considère que le poids constant, puisque G, dans le domaine
où S se déplace, G presque ne varie plus. Donc le poids, il est constant. Donc c'est pour cela qu'on a le droit d'écrire cette expression. Et puis, donc, le travail, donc P, je l'exprime dans le repère, ça va donner moins G fois K, moins G fois le vecteur K, produit scalaire du vecteur AB. Alors le vecteur AB, donc c'est XB moins XA fois le vecteur I, plus YB moins YA fois le vecteur J, plus ZB moins ZA fois le vecteur K. Donc on a montré que produit scalaire de KI c'est 0, produit scalaire de KJ c'est 0 puisqu'ils sont deux vecteurs perpendiculaires, et produit scalaire de K fois K égale à 1. Pourquoi? Parce que K est un vecteur unitaire. Et finalement, on a cette expression moins G, donc fois ZB. Alors ici, pardon, j'ai oublié la masse, je dois multiplier par la masse, ok, parce que P c'est moins MGK. Ok, donc moins Mg, Zb moins Za. Donc je vais développer ce produit et je trouve égal, donc un moins Mg fois moins Za, ça va donner Mgza moins Mgzb. Alors finalement, c'est l'expression du travail lorsque le centre de gravité de solide se déplace de A vers B. Alors regardons bien cette expression du travail, du poids, on remarque que le travail de poids est la différence de ces deux termes. Le premier terme, alors ce terme que possède S lorsqu'il est à la position A et a pour cote ZA. Le deuxième terme, MgZb, donc c'est un terme K, le solide, lorsqu'il se trouve au point B. Alors ces deux termes, ce sont deux énergies. Alors je peux, puisqu'ici j'ai un moins, okay, je peux ajouter une constante à ces deux termes. Et j'obtiens, okay, donc travail de P de A vers P égale. Alors Mg Za plus C, c'est une constante, donc il y a même dimension que Mga, ça veut dire elle a une dimension en énergie, voilà, moins MgZb plus C. Ok, donc lorsque j'effectue cette différence, donc C moins C égale à 0, j'obtiens cette formule. C'est comme si je n'ai rien fait. Que représente cette énergie, ok, et celle-là? Alors cette énergie n'est autre que l'énergie potentielle de pesanteur du solide S en position A. Ça veut dire lorsque son cote est ZA. Et MgZb plus C, c'est l'énergie potentielle de pesanteur du solide en position P. Voilà. Donc je vais noter par EP. Donc ici, j'ai le travail en fait pour bien organisé. Donc je vais écrire ici travail de P égale de A vers B. Donc égal, alors c'est l'énergie potentielle au point A ou bien à la position A, ici énergie potentielle au point B. Donc finalement, travail de P égale à EPA moins EPB. Ça veut dire c'est l'énergie potentielle initiale moins l'énergie potentielle finale. EPA, c'est énergie potentielle de pesanteur de S à la position A. Et EPB, c'est l'énergie potentielle de pesanteur de S en B. OK? Donc, je passe maintenant à l'expression de l'énergie potentielle. Dans un repère orthonormé R, O, I, J, K, l'énergie potentielle de pesanteur d'un solide de centre d'inertie
G s'écrit. Alors, EP, alors vous voyez que l'énergie potentielle dépend uniquement du code, ok? Bien sûr, de G et de M. Donc, EP de Z égale à MGZ plus C. Ok, donc vous voyez ici que on a défini l'énergie potentielle à une constante près. Alors, qu'on représente la constante C? Donc, la constante C, c'est une constante bon, qu'on a introduit ici, puisqu'on a ici une différence. Donc, l'introduction de la constante était nécessaire, puisque la différence. Et cette constante, elle dépend de l'état de référence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'état de référence? Le plan horizontal auquel on attribue l'énergie potentielle 0. Si, par exemple, on prend l'état de référence, le plan OXY, c'est un plan horizontal. Si le solide S, ou bien plus exactement le centre d'inertie G du solide se trouve dans ce plan, alors son énergie potentielle est nulle. Donc pour bien comprendre ce que je viens de dire, je vais prendre un exemple pour savoir comment on calcule cette constante. Voilà, donc on prend l'état de référence, le plan de côte Z0, par exemple, égal à, supposons, 2 mètres. OK. Alors, donc, je traduis ce donné mathématiquement, ça veut dire que EP de Z0 égale à 0. Voilà. Et on va, c'est la première question, OK, calculons, ou bien calculer EP de Z d'un solide de masse, d'un solide donc S, ok, pour ne pas réécrire solide à nouveau, de masse M égale à 200 grammes par exemple, on prend G égale à 10 newtons par kilogramme. Essayez de trouver la solution de cette question. Alors on commence par écrire l'expression de EPZ, alors égal à MGZ plus C. Bon, une remarque, si on prend le repère OZ dirigé vers le bas, l'expression de l'énergie de potentiel de pesanteur sera moins MGZ. Ok, ici on a plus MGZ. Pourquoi? Parce qu'on a choisi l'axe OZ est dirigé vers le haut, ça veut dire qu'il a un sens opposé au sens du vecteur G. Alors donc pour déterminer C, ok, on a Z égale à Z0, EP de Z0 égale à 0. Ça veut dire quoi? Donc je remplace donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur Z par Z0 et je trouve EP, ou bien, alors, ici, j'ai MG Z0 plus C égale à 0. Et de là, j'en déduis C. Donc C égale à moins MG Z0. Alors on a déterminé Z0, ça veut dire que l'expression de EP ainsi, EP de Z sera égale à MG Z moins MG Z0. Alors je peux factoriser par MG et je trouve MG Z moins Z0. EP Z. Et là, donc, je dois calculer l'énergie potentielle EPZ1. Ok, alors là, je n'ai pas donné Z1. Ok, donc Z1, on va prendre par exemple égal à 10 mètres. Voilà. Alors, donc Z égale à Z1.
Donc EP de Z1 sera égal à mg Z1 moins Z0. Et je passe à l'application numérique. OK. Alors, application numérique, EP de Z1 égale mg. Donc, m c'est 0,2 fois 10 fois Z1 moins Z2. Donc, Z1 c'est 10 moins 2. Moins Z0, pardon. Moins Z0. Z0, on a 2. Donc, ça va donner 8. Et finalement, alors 0,2 fois 10 c'est 2. 2 fois 8 c'est 16 joules. OK. Deuxième question, l'état de référence A pour cote Z 0' égale à, par exemple, je ne sais pas moi, moins 3 mètres par exemple. Donc calculons l'énergie potentielle EP' de Z1. A, déterminons C'. Donc tout d'abord, on a P de Z égale à mg Z plus C'. Alors, pour déterminer C', donc je dois partir de ce donné-là que l'énergie potentielle du solide, lorsque ce point d'application a comme cote moins 3 mètres, son énergie potentielle est 0. Donc, Z égale à Z0', ok, entraîne que donc mg Z0' plus C' égale à 0. Donc ça va donner que C' égale à moins mg Z0. Ok. Ainsi, alors l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, ok, pour le code Z sera égale, alors donc mg, voilà, Z moins Z0'. Alors donc calculons EP de Z1. Alors EP de Z1 sera égal à mg Z1 moins Z0'. Ok. Et je passe à l'application numérique. Application numérique. Ok. Donc EP de Z1' égale. Voilà. Alors M c'est 0,2 fois 10 fois, donc Z1 c'est 8. Ok, donc on a pris Z1 égale à 10 mètres. Alors 10 moins 3, c'est plus 3, ça veut dire 13. Égal à 13, ok. Et ça va donner, donc 2 fois 10 c'est 0,2 fois 10 c'est 2, 2 fois 13 c'est 26 joules. Ok. Alors là, on a EP Z1' égale à 26 joules. Et là, EP de Z1 égale à 16 joules. Alors vous voyez qu'on n'a pas trouvé la même énergie potentielle. Ça veut dire que l'énergie potentielle dépend de l'état de référence. En fait, j'avais dit que l'énergie potentielle est définie à une constante près. Ça veut dire que l'énergie potentielle, c'est une valeur indéterminée. يعني مقدار غير محدد. Ok? Donc, puisque c'est une grandeur indéfinie, alors elle n'a pas de signification physique. يعني ما عندوش مدلول فيزيائي. D'accord? Donc, puisqu'il n'a pas de signification physique, alors vous allez me dire, pourquoi donc on utilise cette énergie potentielle, puisque ce n'est pas une grandeur physique mesurable. Et la réponse à cette question sera en deuxième paragraphe. Donc, je vais répondre à cette question en cette deuxième paragraphe. Donc, deuxième paragraphe. Travail du poids et voilà. Bon, on va tous comprendre la suite. J'ai pas voulu écrire la suite pour ne pas brûler les étapes, parce que je veux que vous-même compreniez alors pourquoi
on étudie en mécanique l'énergie potentielle de pesanteur. Alors le travail de poids. Donc on a trouvé que le travail de poids P, de A vers B, ok. Donc je dois ici écrire même hypothèse que j'avais écrit, un solide S est au mouvement dans le champ de pesanteur, donc son centre d'inertie part du point A vers le point B dans un repère orthonormé ROIJK, et on doit donc exprimer le travail de P dans ce repère. Alors le travail de P, on a trouvé que égal à MGZA, ok, plus C moins MGZB plus C. Alors ici je dois fermer la parenthèse, ok. Donc égal, alors c'est l'énergie potentielle EPA moins l'énergie potentielle EPB. Ok. Alors donc je vais inverser ces deux termes. Je commence par EP. Alors là, je dois mettre moins, donc l'énergie potentielle au point B, moins l'énergie potentielle au point A. Et qu'on représente cette différence, l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A, donc c'est tout simplement la variation de l'énergie potentielle, donc égale à moins delta EP. Donc le travail de poids égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle. Alors là, on n'a pas de constante. La constante, c'est annulé. Ok. Alors lorsque j'enlève les parenthèses et je développe, ok. Donc la constante ne reste plus. Ça veut dire la variation d'énergie cinétique est indépendante de quoi? De l'état de référence. Quel que soit l'état de référence qu'on choisit, lorsqu'on calcule la variation d'énergie potentielle, il n'y a plus de constante. Ça veut dire l'indétermination, la constante qui rend l'énergie potentielle une grandeur indéterminée, ne reste plus. D'où la variation d'énergie publique est une grandeur déterminée, donc elle a une signification physique, et égale au travail du poids. Ok? Donc, la variation de l'énergie, le travail du poids égale à l'opposé de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc si l'énergie potentielle de pesanteur n'a pas de signification physique, alors sa variation a bel et bien une signification physique et c'est une grandeur physique mesurable. Ça veut dire tout le monde, dans le même repère, va trouver la même variation de l'énergie potentielle de pesanteur, même s'ils ne vont pas trouver la même valeur de l'énergie potentielle en une position donnée. Okay. Alors donc la suite du titre, travail du poids, et la variation de l'énergie potentielle, ça veut dire la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc voilà pour la première partie, ok. Donc par la suite on va voir la deuxième partie. Donc merci pour votre attention.